Effectivement, avant de commencer, avant de célébrer, avant de parler du brevet, avant de parler de la profession et avant de tout parler des choses qu'on a réunies ce soir, euh, j'aimerais bien commencer la soirée, pourquoi pas, avec une question. OK? Donc, est-ce que c'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui ne comprenaient pas parfaitement ce qui était leur problème, peut-être même qui savaient exactement ce qu'ils faisaient souffrir et malgré sa connaissance même sur certaines formes de mécanismes internes, il continuait à reproduire les mêmes comportements. Est-ce que aussi ça vous arrivait de connaître la théorie, de maîtriser des outils, de posséder des techniques, de suivre des formations et malgré tout cela, de ne pas toujours comprendre pourquoi certains changements durent et d'autres non? Et est-ce que c'est arrivé aussi de vous poser des questions comme pourquoi certaines situations stagnent, pourquoi certains accompagnements deviennent longs, pourquoi certains résultats restent irréguliers, pourquoi j'ai l'impression de ne pas agir sur le bon endroit, pourquoi certaines personnes changent profondément et d'autres reviennent au même départ. Mais si vous aussi, vous vous êtes posé en fait ces questions, sachez que vous n'êtes pas le seul ou, ou que ce pas des questions euh, qui sont, comment dire, non pertinentes, car je me suis posé les mêmes questions pendant des années. Donc moi, ça fait 13 ans que je commençais en fait un peu ce voyage, et jour après jour, accompagnement, observation après observation, je me posais systématiquement ces questions. Et ces questions ont provoqué chez moi beaucoup de frustration, d'incompréhension, de doute, dans certains cas aussi de la colère, mais en même temps, sont aussi, ils m'ont porté aussi à approfondir, à grandir, ils m'ont porté en fait à approfondir d'autres domaines comme euh, d'autres études, d'autres élargissements. Okay? Donc, on aussi donné naissance à la recherche, à l'ambition et une quête. Et euh, dans cette passage, pour comprendre justement un peu cette histoire, je vais vous partager en fait un peu toute l'histoire, en tout cas les phases plutôt, qui m'ont porté un peu à être là ce soir avec vous. Okay? Donc, tout a commencé un peu avec une date que c'est une année, pardon, que c'est 2013. C'est l'année où j'ai décidé de plus ignorer ces questions euh, et, euh, et, un point de départ a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Mais quelques années auparavant, un grave accident de moto avait totalement bouleversé ma vie. Euh, j'ai passé quasiment presque 3 ans entre les hôpitaux, les interventions, les rééducations, la reconstruction. Je faillis passer en fait à l'autre monde. Et c'était 3 années durant lesquelles une question avant tout avait vraiment porté toute mon attention. Et c'était un peu cela. Qu'est-ce qui permet réellement à un être humain de se relever? Et cette question est apportée en fait une décision qui allait vraiment changer un peu toute ma trajectoire de vie. Euh, et effectivement, j'ai pris cette décision que c'était le moment de quitter mon ancien monde, donc toute la partie électronique, l'informatique, l'électricité, les hôtelleries de luxe dans lesquels effectivement c'était ma vie du passé. Et c'était tout cela pour entrer dans un monde totalement différent et nouveau pour moi, le monde de l'accompagnement humain. Et dans cette, justement, partie, comme beaucoup de professionnels ici présents, je pensais qu'en accumulant les connaissances, les réponses, je finirais naturellement pour apprendre. Et donc, j'ai commencé à étudier, beaucoup surtout investir. Et au fil du temps, mes intérêts, ils sont portés et sont dirigés vers les neurosciences, la neurobiologie, la psychologie comportementale et cognitive, la psychothérapie, l'hypnose, le coaching de performance, la thérapie brève, l'épigénétique, la PNL et plein d'autres, en fait, philosophies, méthodologies. Euh, et, euh, et cette puzzle que j'appelle moi le puzzle de la formation prenait de plus en plus place et il y avait quelques mentors, quelques maîtres en fait incroyables qui ont vraiment permis de grandir. En tout cas, mes premiers pas, je les ai bougés avec peut-être que certains le connaissent, peut-être certains pas, Giorgio Nardone, que c'est
une influence importante dans la psychothérapie contemporaine, même mondialement reconnue. Mais après, d'autres que vous voyez à l'écran ont été en fait un peu mes mentors, l'école de Palo Alto, Robert Dilts, Joe DeMartini, etc. Et bien d'autres que j'ai pas voulu tout mettre dedans parce que c'est pas la finalité. Mais tout cela pour comprendre en fait que malgré que je comprenais et malgré que les choses avançaient, il y avait une chose qui me dérangeait un peu, c'est que j'avais accumulé beaucoup de connaissances, j'avais accumulé beaucoup d'outils, et malgré ça, malgré que j'avais accumulé tous ces outils et des méthodes et des visions et tout ce qui va avec, euh, j'avais quand même un peu, c'est que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, un peu les résultats dents de scie, celles qui sont comme les dents de scie qui font au bas, au bas, au bas. Et cette partie-là avait créé en moi aussi des observations. Effectivement, on revient un peu les questions initiales. Je voyais que certains changeaient, d'autres revenaient au même endroit, certains semblaient être sur une belle voie de transformation, d'autres disparaissaient, et je ne comprenais pas le pourquoi. Euh, et, et j'ai commencé alors à penser que le problème venait peut-être de certaines formes de méthodes, euh, peut-être par un manque de précision ou un manque de structure. En tout cas, je disais, c'est pas possible. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une, euh, une route qui s'y divisait en deux. Dans un côté, il y avait toutes les approches académiques et institutionnelles, souvent ancrées dans les preuves scientifiques et les cadres établis. Et de l'autre côté, les approches alternatives, les approches holistiques, les approches, en fait, on peut dire spirituelles aussi, qui privilégiaient, en fait, l'expérience, l'intuition et une vision plus vaste. Attendez, je vais juste, parce qu'effectivement, quand vous y arrivez, vous n'avez pas tous l'audio qui se coupe, et donc je le recoupe moi. Et quand je voyais donc effectivement ces deux mondes-là, je voyais qu'à petit, il y avait des choses qui commençaient en fait à émerger. Justement, avec les années, les réflexions et cette obsession des questions, euh, j'allais en fait changer aussi, je changeais en fait aussi mon cadre d'accompagner les gens. Et progressivement, je commençais effectivement à élargir en fait un peu ma vision. Et exemple, ici c'était à Genève avant la Covid, parce qu'après c'était plus permis de faire la Covid, et c'est de là après que vous allez voir ensuite que j'ai fait les grands changements aussi. Ici, c'était une conférence où j'avais les papillons dans les ventres parce il y avait quand même des représentants importants. Il y avait des représentations du CERN, de Pôle emploi France, il y avait des dirigeants importants de multinationales. En fait, il y avait beaucoup de représentations de journalistes et on était tous réunis autour de est-ce que comprenons-nous réellement qui produit la souffrance humaine. Et c'était aussi pour investir du temps et de la connaissance autour du burn-out et solliciter l'attention à des choses peu visibles jusqu'à présent. Et de là, en fait, le monde s'arrête. Désolé si vous allez entendre en fait un peu d'émotion qui arrive de ma part, mais c'est un passage en fait que très peu de personnes connaissent et j'ai des idées de le partager avec vous ce soir. Et c'est une chose qui, je pense, qui a marqué ma vie et qui les marquera à vie, indépendamment de la Covid. Donc, merci de comprendre. Juste, j'aurai un peu la voix qui casse un peu de moment. C'est pas dit, j'essaierai de m'éteindre. Donc, c'était le 2020. Et en 2020, on sait très bien en fait ce qui s'est passé. Donc, alors moi, j'ai eu une première confirmation qui a été en fait un peu un style de comme si on a de l'intuition, mais après on a une confirmation. Et c'était effectivement pendant cette période dans la COVID dans laquelle si le confinement a frappé à des millions de personnes et effectivement on s'est arrêté. C'est vraiment le mot de dire s'est arrêté. Des millions de personnes se sont retrouvées confrontées à l'incertitude, à la peur, l'isolement, la souffrance, et moi aussi. Pourquoi moi aussi? Parce que pendant que tout le monde essayait de tenir debout, ma famille et moi, nous avons traversé l'une des périodes les plus difficiles de notre existence. Et une décision bouleversante
a changé vraiment tout mon parcours jusqu'à présent. Et j'avais fait une décision quelques semaines avant de rembourser 60 000 euros à des dizaines de personnes et d'entreprises qui avaient investi avec moi. Et la Covid est en fait arrivée. Et quand la Covid est arrivée, bien entendu, euh, on sait très bien des licenciements, des boîtes confirmées, etc., etc. Et effectivement, j'aurais pu garder cet argent. Les contrats me protégeaient, les conditions de vente aussi. Mais comme j'ai écrit, parfois, être protégé juridiquement ne suffit pas à être aligné humainement. Et donc, j'ai pris la décision de tout rembourser. Et je me sentais bien de l'avoir fait, sauf que j'ai dû payer un prix. Quelques semaines plus tard, euh, on restait avec 300 euros sur le compte. J'avais plus de contrat, j'avais plus de mission, j'avais plus de clients. On était en Suisse avec tous les frais. Et pour une famille de 4 personnes, c'était très, très, très dur, à tel point que on n'avait jamais connu une situation pareille. Et on était vraiment dans cette fond de trou et nous ne savons plus comment s'en sortir de là-dedans. Et puis quelque chose s'est produit. Mes enfants ont commencé à vendre leurs jouets euh, et, et aujourd'hui encore, j'ai du mal à oublier ce moment parce que quand tu vois que tes enfants aident leurs parents, et ça change quelque chose en vous. Je vous promets que ça secoue fort. En tout cas, c'est l'été pour nous. Et cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'avais la tête qui tournait tout le temps à dire est-ce que je suis un père en fait digne? Et tous les discours qu'on peut se faire, bien entendu, qu'on est face à ces situations. Mais peut-être ma folie ou mon amour propre pour l'humain, ça m'est venu en fait une idée presque irrationnelle. Et je disais, est-ce que cette épreuve pouvait servir à quelque chose? Et, et si la seule manière de traverser était d'aider les autres à traverser cela? Et je savais que de toute façon, je n'allais pas tenir grand-chose à ce passage, mais j'avais envie de le partager parce que c'est une partie importante. Et le matin, je me lève et je prends ma femme et j'ai dit, tu sais, je crois que je dois aider ces personnes qui souffrent aujourd'hui, comme nous, bien entendu, chacun sa croix. Et j'ai envie de leur donner de l'espoir, de leur donner une force, de renforcer leur estime, de rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce moment et que l'humain, il est beau et qu'on peut se rassembler et s'unir. Et malgré cette situation, elle m'a soutenu. Elle a accepté cette idée qui semblait complètement irrationnelle. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 300 euros, bien entendu, après avoir parlé en famille, et je les ai investis en fait dans la publicité pour faire quoi? Créer en fait un espace d'entraide sur Facebook. À l'époque, c'était un peu la mode des groupes que ça fonctionnait. Donc, j'avais créé un groupe Facebook et j'avais mis de la publicité où le message c'était en fait un peu dire on se retrouvera ensemble dans un parcours où on passera du temps pour essayer de mettre à profit celle que je peux vous mettre à profit de compétences, de connaissances pour ne pas en fait être seul dans cette période en fait assez difficile. Et c'est de là en fait que j'ai créé ce programme qui s'appelait à l'époque la première on peut dire version, si on veut l'appeler comme ça, s'appelait Am Experience, qui a pris le lait avec Alma. Et c'est un programme en fait qui était basé sur voilà l'alignement, la libération, la manifestation et l'ascension. Et c'était en fait un programme où du lundi au vendredi, ça c'était bien entendu avant que les gens s'inscrivaient, ils connaissaient en fait dans quels critères ils allaient en fait, pourquoi ils allaient s'inscrire et pour quelle finalité. Et en fait, l'engagement que je mettais pendant cette période de confinement, c'était que pendant du lundi au vendredi, de toute façon, voilà, on était tous à la maison. On allait voir chaque soir, on allait se voir sans une limite de temps, forcément, pendant 8 semaines, soir après soir, sans relâche, pour travailler les piliers, effectivement, de l'abandon, la force de soi,
la valeur de soi et compagnie, compagnie. Et donc, comme je disais, en fait, tout cela s'était fait, comme j'avais dit à ma femme, entièrement gratuit parce qu'il n'avait pas la finalité ni de vendre et ni de le faire devenir un programme testeur type on teste ces programmes et après on le revend. Non, c'était vraiment une antidote à notre souffrance, en tout cas à la mienne principalement, parce que je pense que j'ai créé quand même pas mal de souffrance aussi à mes enfants et à ma femme avec ces décisions, parce que c'était déjà difficile de voir tes enfants vendre ce jouet pour récolter un sachet de pâtes. Et, et les donner aux autres et pas à mes enfants, c'était pas évident comme sensation, à vivre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, concrètement, on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. Et après, ils ont commencé la publicité, commencé à avoir des inscrits en fait sur les groupes, des dizaines et après des centaines, jusqu'à arriver en fait à avoir 240 personnes inscrites en quelques jours seulement. Et de là, on a commencé à avoir les premiers retours où pas tout le monde c'était vraiment enthousiaste. Au contraire, il y avait des gens qui commençaient même à insulter sur les publicités, quels sont les pièges, tu nous prends tous pour des pigeons, personne ne fait ça gratuitement, pourquoi faire cela, quelle est la finalité, des mots même plus importants, charlatan, escroc et manipulateur, c'est la partie plus douce que j'ai voulu mettre ici. Et je suis honnête avec vous, dans cette période de difficulté humaine, c'était compréhensible. Je ne dis pas que je l'ai justifié, mais à leur place, j'aurais eu quelques doutes aussi concernant en fait un peu la période. Et il y avait l'océan bleu avec des requins qui nageaient partout. Et pourquoi pas ne pas être en fait un de ces requins. Donc, les personnes ne me connaissaient pas. Et donc, on arrive à la première soirée et comme vous voyez dans la photo, il y avait des écrans noirs, des caméras éteintes, des micros coupés. J'étais seul. Bien entendu, j'avais des personnes qui m'épaulaient et qui ils étaient aussi dans ce projet. Et on est passé de la méfiance ou le scepticisme en fait à la peur, à voir en fait qu'il y a petit à petit, plus on avançait, soirée après soirée, plus en fait on avait des choses qui allaient commencer à se passer. Plus on avançait dans ces programmes et plus en fait les caméras ont commencé à s'allumer, les gens commençaient en fait à parler, à partager, à se relever. Et les gens ont commencé à se reconnecter, à reprendre confiance, à retrouver leur espoir, à retrouver une direction, à, à croire en fait à eux-mêmes, à quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu. Et ce qui s'est passé ensuite a dépassé vraiment tout ce que j'avais imaginé. Ce qui devenait, en tout cas, ce qui devait être un simple soutien temporel est devenu une expérience qui a vraiment profondément transformé ces personnes et en même temps, je ne pensais plus à qui on était malheureux, je ne pensais plus qu'on était en fait la famille en fait au fond du trou, mais on était la famille la plus riche de la planète parce qu'on avait en fait 250 personnes qui retrouvaient les sourires et tout ça. Et c'est là que très vite, effectivement, Alma n'était pas ensemble simplement apprécié, mais il a été vécu, il a été recommandé à l'intérieur, bien entendu, de leur expérience. Et c'était la première fois qu'ils vivaient une telle expérience, nous partageaient autant de joie, autant de plaisir, de transformation dans ce parcours d'avancement, de transformation. Et dans cette phase en fait importante, on était, sans le savoir bien entendu à l'époque, nous étions en train de construire bien plus qu'un programme et quelque chose qui allait vraiment transformer toute la suite en fait aussi de ma vie et de notre vie. Okay. Mais il y avait quelque chose qui revenait tout le temps. Malgré qu'on faisait ces soirées-là, à la fin du programme, j'avais des questions à des personnes qui me disaient un peu comme pourquoi, avant de vous rencontrer, avant de faire cette expérience, c'est pas quoi d'expérience avec vous, j'avais déjà essayé beaucoup de choses, consulté, suivi
énième thérapie, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait en fait plein de choses. Et malgré tout cela, mes difficultés sont restées présentes et mes problèmes n'ont jamais été véritablement résolus. Et là, je sens une véritable transformation et tout. Et celle-ci, même si pourrait me flirter en fait un peu dans la joie de voir en fait un peu en tout cas ces témoignages-là, je les prenais aussi comme un compliment, mais en même temps, cette réalité m'a profondément interpellé. Comment autant de personnes pouvaient, est-elle vraiment prises dans ce loop qui, malgré toutes les tentatives et tout, n'arrivaient pas à changer, malgré elles avaient pris conscience de leurs problèmes, restaient en fait un peu dans cette, comme j'ai marqué, pourquoi la compréhension seule semblait-elle insuffisante. Et cette partie-là a, a commencé un peu à faire mourir en fait un peu d'autres réflexions. Et je me disais que quelque chose allait, il n'était pas au rendez-vous, m'échapper. Et je comprenais qu'en fait, n'était pas peut-être en question d'outils, ni peut-être en fait une question d'approche, ou en tout cas, je n'arrivais pas à avoir en fait mes propres réponses à cette période-là. Et par contre, une partie de la réponse, il existait déjà. Parce qu'effectivement, moi, personnellement, depuis en fait plusieurs années, dans mes propres accompagnements, j'avais déjà en fait développé une méthodologie que j'avais construite au fil du temps, parce que, encore une fois, je pense que vous l'avez compris et vous allez encore plus le comprendre ce soir, je suis un obsédé des questions. Et donc, à fil de temps, des observations, des accompagnements, j'avais déjà effectivement mis en place cette méthode qu'il avait déjà a été appliquée plusieurs fois, il avait déjà fait ses tests, il faisait déjà des résultats, mais effectivement, il était réservé principalement à mes propres services, à mes propres accompagnements, à mes propres clients quand je travaillais en fait en cabinet à Genève. Et Alma, effectivement, ensemble à notre événement, m'a fait comprendre et confirmer une chose, que les moments étaient peut-être venus de partager cette méthodologie et donc de la transmettre, de la structurer encore plus et de la rendre accessible à d'autres professionnels de l'accompagnement. Et, et, et celle-ci, par contre, n'était pas comme une tentative de répondre, je fais un exemple, à des lacunes, mais je voulais en fait partager ses propres connaissances qui me portaient des résultats à dire mais pourquoi les garder égoïstiquement de cette manière-là, vu que la générosité a toujours été quand même une partie de moi, et bien entendu, je ne suis pas un Mère Teresa de Calcutta à 100%, c'est-à-dire que je me faisais payer, bien entendu, par ces professionnels, mais c'était effectivement pour partager et de venir en fait aider à mieux répondre d'une manière un peu plus précise à celles qui sont les mécanismes qui produisent et maintiennent la souffrance humaine. Et de là, en fait, les années suivantes sont devenues un immense laboratoire d'observateurs. On a accompagné plus que 600 experts dans un projet de 5 ans, donc, qui a eu la fin en 2026, donc des professionnels de l'accompagnement. On a eu des milliers de situations analysées, des milliers d'heures d'échanges, et tout cela a porté en fait à constater les résultats qui étaient là, des transformations profondes, des prises de conscience, des changements durables. Et à partir de ce moment, je pensais en fait avoir, je ne dis pas accompli une mission, bien entendu que non, mais je pensais en fait avoir fait une belle contribution. Et là, je me retrouve face à une autre réalité. Et cette réalité, cette fois, ce n'était plus en fait le peuple, n'était plus la masse. Mais ce qui attirait mon attention, c'était les professionnels eux-mêmes. Malgré toutes leurs ressources, leur formation, leur certification, leur année d'expertise et d'expérience, leurs compétences, leur intelligence, les mêmes difficultés revenaient régulièrement. Ce que je constatais régulièrement, c'était encore des questions. Comment intervenir plus précisément. Et cette fois-ci, ce n'était pas moi qui me posais cette question, mais c'était les questions les plus souvent qu'ils nous partageaient comme difficulté. Comment savoir où agir réellement, pourquoi certaines situations stagnent, pourquoi certains accompagnements deviennent aussi longs, pourquoi certains résultats sont irréguliers. Et toute cette partie-là, c'était effectivement quelque chose qui est, à un bout de moment, ça m'a ouvert les yeux, encore une fois. Et les problèmes ne concernaient plus seulement les outils.
les problèmes concernaient les fondations elles-mêmes, mais pas de ces gens. Ces vides que j'observais avec un peu le recul des autres années, avec un peu vous vous rappelez, cette dualisme entre les méthodes institutionnelles, un peu scientifiques et certaines approches en fait alternatives, plus holistiques, en réalité, je le retrouvais même dans les domaines avec des professionnels. Et c'est à partir de ce moment-là où j'avais remarqué un peu cette puzzle-là. En fait, il y avait deux mondes extrêmes avec les connaissances spécialisées et les compétences complémentaires ou alternatives. Et au milieu, il y avait en fait un peu un vide qui avait l'air de ne pas intéresser quelqu'un en particulier. Et les deux piliers fondamentaux continuaient à justement en manquer. C'était la compréhension des mécanismes d'un côté, donc une connaissance profonde de ce qui produit et protège et maintient la souffrance en place, et de l'autre partie, un ensemble de pratiques capables de s'adapter à cette complexité singulière-là. Et c'est à ce moment que tout a changé. Parce qu'à ce moment précis, j'ai pris conscience que j'allais plus simplement améliorer une méthode. Je cherchais désormais à comprendre ce qui devait être construit ou ce qui allait construire les fondations communes dans le monde de l'accompagnement. C'est-à-dire, ma mission, c'était de relier les mondes. Et c'est là où une nouvelle prise de conscience est arrivée. Et cette prise de conscience, c'était un peu le fil rouge, en quelque sorte, qui pendant des années, moi, je m'étais pensé à améliorer des outils, des méthodes, des protocoles, mais c'est que me portait en fait au même endroit, ok? Malgré que je faisais ça, j'étais toujours au même endroit. La méthode n'était plus à ce moment-là quelle méthode utiliser. Là, la question que je me posais, la nouvelle question est qu'est-ce qui manque aux fondations de l'accompagnement humain? Parce que là, le problème n'est pas que les personnes qui n'ont pas de résultats. Et pourquoi qui pratique ou qui a des connaissances a aussi des difficultés? Qu'est-ce qui manque? Et c'est là, en fait, qu'une évidence s'imposait. Nous avions créé, je ne parle pas de nous en termes d'institut, je parle de le monde entier, des milliers d'outils, des milliers de formations, des milliers de spécialisations, mais très peu de fondations communes. Chacun tirait sa propre vérité et volait sa propre vérité. Et plus j'observais, plus je découvrais un paradoxe. Des professionnels très compétents, très engagés, très investis et souvent confrontés aux mêmes difficultés. Et cette, on peut dire, cette prise de conscience, c'était un problème de compréhension. J'ai compris en fait qu'ils avaient l'intelligence, ils avaient tout. Mais il manquait des morceaux. Il lui manquait des morceaux de compréhension. De compréhension de quoi? Compréhension des mécanismes qui produisent la souffrance, de compréhension des mécanismes qui la protègent, de compréhension des mécanismes qui la maintiennent et de la compréhension des mécanismes qui empêchent le changement de l'humain. Et progressivement, une autre évidence est apparue. La plupart des approches travaillent sur les conséquences, très peu travaillent en fait sur ce qui le produit. Et là, un exemple, une même souffrance, donc on a symptômes, manifestation, expression, une même symptôme, donc une même peur, une même manque de confiance, une même comportement peuvent être produits par des mécanismes totalement différents. Et lorsque l'origine est mal identifiée, les résultats deviennent aléatoires. Parfois, ça fonctionne, parfois non, parfois le changement dure et parfois disparaît. Et c'est là où j'ai compris que quelque chose d'essentiel, le véritable enjeu, n'était pas seulement de transformer, le véritable enjeu était d'apprendre à lire ces informations. Lire quoi? Encore une fois, les mécanismes, les structures, les causes, les protections, les systèmes de maintien, avant même de penser à intervenir. On doit commencer à savoir lire l'information. Et plus cette compréhension avançait, plus une autre réalité est apparue. Nous n'avions pas seulement besoin d'une méthode, nous avons besoin d'un échange, d'un langage commun. Et un langage capable de relier les deux mondes, c'est-à-dire les mondes souterrains, les mondes académiques, les mondes institutionnels et scientifiques, à les mondes alternatifs, holistiques, expérientiels. Un pont, voilà, créer un pont pour une approche unifiée de l'accompagnement humain. Et pas pour les opposer, mais encore une fois, pour construire ce qui manquait entre eux, des fondations communes.
Et à ce moment-là, une chose devenait évidente. Et de là, que c'était le programme, en fait, que depuis 5 ans, on enseigne et on enseignait et on continuera à enseigner à ces centaines de professionnels, n'était pas la destination, même si je pensais être la destination au départ. Mais et de là était une fondation sûrement précieuse, valide et utile, mais une fondation malgré tout. Et la question, donc, elle était beaucoup plus large. Commencer à construire, en fait, les fondations communes de l'accompagnement humain, comment transmettre ces compréhensions, comment les rendre reproductibles, comment les rendre reconnaissables. Et donc, alors que cette question est devenue, on peut dire l'énième évidence, tout le reste est devenu une conséquence. Le référentiel, la charte d'identité, le livret blanc, la structuration et la reconnaissance officielle. Et c'était le début de quelque chose de beaucoup plus vaste de ce que je pensais au départ. Le début d'une nouvelle ère. C'était elle qui a une nouvelle approche à l'intérieur de ses propres racines, une nouvelle manière de comprendre l'accompagnement humain, une nouvelle manière de le structurer, une nouvelle manière de le transmettre. Et c'est à cet instant qu'apparaît l'idée d'une nouvelle profession. Pourquoi, certains de vous, ils peuvent se poser la question, pourquoi une nouvelle profession? Les observations des dernières années ont rendu cette direction inévitable. Structurer les fondations pour formaliser et pérenniser les principes communs de l'accompagnement humain, transmettre un langage, en fait, pour diffuser et enseigner un cadre de compréhension universel, garantir, en fait, la cohérence pour assurer des pratiques reproductibles et des résultats fiables, et un rôle dédié pour professionnaliser cette approche, intégrer et de la faire, en fait, reconnaître. Et vous l'avez compris, je suis l'obsédé des questions. Et si les fondations manquaient, comment les transmettre? Comment les faire évoluer? Comment les préserver? Et dans cette spirale de questions, j'ai compris en fait qu'une seule méthode n'était plus suffisante parce qu'une méthode peut être utilisée, une méthode peut être en fait enseignée, une méthode peut être en fait reproductible, mais une méthode ne crée pas une culture. Et pourtant, ce qui nous manquait n'était pas ni un outil, ni une technique. Ce qui manquait n'était pas non plus une nouvelle spécialisation. Ce qui manquait était une base commune, une base pour comprendre l'humain, observer l'humain, lire l'humain, et en même temps, désolé, il va trop vite. Et là, cette réflexion n'était plus une question, c'était une prise de conscience. Et si là, je ne suis pas en train de construire une méthode, mais quelque chose de plus grand. Pourquoi une profession, pour être dite profession, il doit se baser sur une vision claire, définissant son but et sa direction. Il doit avoir en fait une référentiel commune pour guider les pratiques et l'évolution, une éthique rigoureuse pour garantir l'intégrité et la confiance, un langage commun facilitant la communication et la compréhension, une capacité de transmission et de transformation. Et sans fondation, il n'y a pas de profession, seulement des pratiques isolées. Et effectivement, nous étions en train de construire cette profession, et cette profession a été centrée sur une question fondamentale, encore une fois de plus. Comment comprendre les mécanismes qui produisent, protègent et maintiennent la souffrance humaine? Et son rôle n'est pas de remplacer les autres métiers, mais de construire les fondations qui leur manquent parfois. Une profession capable de dialoguer avec les approches académiques, avec les approches médicales, avec les approches holistiques et avec les approches alternatives, sans dénigration, mais en collaboration. Et encore une fois, non pas pour les opposer, mais pour les relier ensemble. Bien entendu, lorsqu'une profession est née, elle a besoin d'être protégée, définie et reconnue. Et ce projet de 5 ans a demandé, en fait, effectivement, un travail de plusieurs années. Ça fait 5 ans qu'on enseigne, qu'on observe, qu'on récolte
qui ont structure, qu'on améliore, on se trompe. Et tout cela, en fait, après 5 ans, a été vraiment le moment qui était devenu évident. Et après autant d'années de travail, d'années de recherche, d'années de terrain, c'était effectivement le pas évident de consacrer. Et c'est de là qu'on a déposé un brevet qui a été validé et accepté en Europe, 27 pays plus 37 pays de l'Evolog. L'Evolog que vous avez effectivement tous en fait déjà découvert par les annonces et des choses comme ça. Et cette brevet crée aujourd'hui les piliers fondamentaux de cette nouvelle approche qui ont été effectivement protégés, mais pas pour sens de perte, ok? Mais pour donner en fait une ancrage, une autorité, une reconnaissance à nous tous. Et c'est de là, en fait, qu'effectivement est né, en fait, l'Evolog et autre chose. Les fondations de la profession qui donc commence, en fait, par quelque chose qui doit intégrer, en fait, tout un référentiel évologique. Donc, faisons une chose. Commençons en fait à entrer en fait dans la partie de comprendre un peu qu'est-ce que c'est l'évologie, qu'est-ce que c'est l'évologue. Et je tiens vraiment à vous dire que ce soir, la finalité n'était pas, le but n'était pas de faire une session technique ou de session de présentation, d'ouverture, de vente ou qu'est-ce que ce soit. C'était vraiment, en tout cas, on a créé aussi un livret blanc. Je pense que la plupart de vous, ils l'ont reçu par mail, par groupe WhatsApp. En tout cas, vous l'avez reçu et ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas reçu, on va le renvoyer pour que tout le monde puisse l'avoir aussi avec le replay. Donc, la finalité n'est pas d'entrer dans la partie trop technique du livret blanc qui, en partie, il prend, mais on va vous donner en fait ce soir déjà quelques compréhensions. Okay? Donc, qu'est-ce que l'évologie? Donc, l'évologie est une discipline novatrice qui redéfinit notre approche de l'accompagnement humain. Okay? L'évologie est un cadre de compréhension. L'évologie est un cadre de compréhension consacré à l'étude des mécanismes qui participent à la production et au maintien et à l'évolution des difficultés humaines. Son intérêt ne porte pas uniquement sur les symptômes visibles ou les conséquences observables. Elle s'intéresse avant tout aux mécanismes profonds qui organisent ces réalités. Là où beaucoup cherchent à comprendre ce qui est visible, l'évologie cherche à comprendre ce qui le produit. L'évologie, elle est constituée d'une approche de l'accompagnement qui est fondée sur 4 piliers fondamentaux. Okay? Il y a l'observation attentive des dynamiques humaines, des situations de souffrance, des blocages ou des limitations évolutives, la compréhension approfondie des processus qui produisent, y maintiennent ou renforcent ces difficultés, l'identification et l'analyse des mécanismes cognitifs, émotionnels et comportementaux et adaptifs qui structurent ces réalités, la transformation, c'est-à-dire la mise en œuvre d'interventions permettant de modifier ces mécanismes afin de favoriser une évolution observable, durable et mesurable. Et qui est l'évologue? Donc, l'évologue est le professionnel formé à cette lecture, à l'application de la transformation profonde et durable de l'évologie. Les principes qui guident la posture d'évologue, on va les voir. J'ai mis quelques principes, encore une fois, pour rendre la soirée un peu plus légère. Pour les gens qui souhaiteront approfondir, il y aura les espaces pour le faire. Okay? Donc, l'évologue s'appuie sur ces fondamentaux clairs pour une approche efficace et respectueuse de l'accompagnement humain. Le focus de l'évologue ne travaille pas principalement sur ce qui a été. Il travaille sur ce qui est et sur ce qui est peut-être ce qui peut évoluer. Donc, ne travaille pas en gros sur le passé, mais travaille sur le présent et sur le futur.
l'objectif de l'évologue n'est pas de révisiter une histoire, l'objectif est d'identifier ce qui maintient encore aujourd'hui la difficulté provoquée par cette histoire. L'évologue ne cherche pas à créer une dépendance, sa réussite ne se mesure pas à un nombre de séances réalisées, elle se mesure à l'autonomie retrouvée du client. Plus le client devient autonome, plus l'accompagnement a atteint son objectif. Ce qui n'est pas aussi l'évologue ne construit pas sa valeur sur l'incapacité durable de la personne. Il construit sa valeur sur sa capacité à rendre la personne progressivement indépendante. Pour l'évologue, une souffrance n'est pas censée durer éternellement. Si elle persiste malgré les interventions, on doit se poser une question. Travaillons-nous sur ou travaillons-nous réellement sur les bons mécanismes? L'évologue ne cherche pas à adapter les clients à sa méthode. Il adapte son intervention à la réalité du client et à ses mécanismes. Il ne cherche pas uniquement la compréhension, il cherche une évolution observable. Comprendre est très important, transformer est essentiel. Et enfin, l'évologue ne cherche pas à devenir indispensable. Son ambition est l'inverse, permettre à la personne de ne plus avoir besoin de lui. Ce qui guide l'évologue n'est pas la durée indéfinie d'accompagnement, la création d'indépendance, la répétition des approches inefficaces. Ce qui guide l'évologue est l'évolution, la compréhension précise des mécanismes, l'intervention adaptée à la réalité du client, l'autonomie retrouvée de la personne accompagnée. Mais une question fondamentale mérite d'être posée. Dans les métiers de l'accompagnement, sommes-nous tous censés accomplir la même mission? La réponse est non, car toutes les professions n'ont pas la même finalité. Certaines transmettent, certaines accompagnent, certaines soignent, certaines conseillent, certaines interviennent. Et pendant longtemps, une confusion sur les marchés de la formation et de l'accompagnement s'est installée. Nous avons souvent mélangé compréhension et transformation, information et intervention. Une analogie simple, j'ai pris cet exemple. L'exemple est le professeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet un savoir, son rôle est d'éclairer, de guider la compréhension, de partager ses connaissances pour former l'esprit. Le mécanicien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient sur un moteur et son objectif est de réparer, d'ajuster et d'assurer le bon fonctionnement d'un système concret. Les deux rôles sont précieux et indispensables au monde d'aujourd'hui, mais ils n'accomplissent pas la même mission, n'utilisent pas les mêmes modes d'action non plus. Désolé. Une distinction essentielle. Malgré leur valeur intrinsèque, les deux sont précieux, mais ils n'accomplissent pas la même mission dans un rôle crucial bien précis qu'on va comprendre. Dans l'accompagnement humain, effectivement, on a exactement ces deux mêmes courants de pensée, l'éducateur et les techniciens. L'éducateur, on a vu, il transmet des compréhensions, il éclaire, il explique, il sensibilise et il favorise la prise de conscience. On parle de l'accompagnement humain. Donc, son rôle est d'élargir la perspective et de fournir les outils intellectuels nécessaires à l'autonomie du client. L'éducateur, donc son objectif principal est d'aider la personne à mieux comprendre sa situation. Il fournit les clés, les cadres pour décrypter ses propres mécanismes, ses blocages et les chemins possibles vers l'autonomie. Le technicien, il a une autre mission. C'est identifier un mécanisme, intervenir sur ces mécanismes, observer son évolution et mesurer son impact. Donc, une complémentarité indispensable. Les deux postures sont utiles, les deux sont nécessaires, mais ne répondent pas aux mêmes besoins. Aux besoins de qui aussi? De nos clients. Il y a, pendant longtemps, une grande partie de l'accompagnement humain, il s'est construit autour d'une idée fondante. Comprendre permet de changer.
Selon ces approches, plus une personne acquiert de la compréhension, plus elle est censée évoluer et surmonter ses difficultés. Cette vision a apporté énormément. Elle a permis l'éducation, la sensibilisation, la prise de conscience, la compréhension de soi, et elle va continuer à apporter aussi énormément. Pourtant, une question demeure. Si comprendre Sophie a changé, pourquoi autant de personnes restent bloquées malgré leur compréhension? Un exemple simple. La majorité des fumeurs savent que le tabac est dangereux. Ils le savent, ils le comprennent, ils l'acceptent. Pourtant, beaucoup continuent à fumer. Un autre exemple, combien de personnes savent qu'ils devraient dormir davantage mieux, qu'ils devraient manger différemment, qu'ils devraient bouger davantage, et pourtant ne le font pas. Donc, ces observations nous conduisent à une conclusion fondamentale qui de plus en plus les recherches met en avant. La conscience est importante, oui, certes, mais il n'est pas toujours suffisante à stopper les processus limitants. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas gouverné uniquement par sa conscience. Il est aussi, et très souvent, dirigé par des mécanismes beaucoup plus profonds, inconscients, émotionnels et archaïques. Et je rajoute en fait que les structures archaïques ne peuvent pas être dominées par les structures modernes. Le conscient est une structure moderne de notre cerveau. Derrière les comportements existent souvent des structures beaucoup plus profondes, des automatismes, des mécanismes de protection, des prédictions inconscientes, des besoins évolutifs, des stratégies de survie. Et très souvent, ces structures profondes peuvent parfois entrer en conflit direct avec la compréhension consciente qu'une personne a de sa situation ou de ce qu'il devrait faire. Et il y a un décalage entre le savoir et l'agir. Et ce qui domine, c'est toujours les structures profondes. C'est précisément ici qu'est naît une deuxième manière de concevoir l'accompagnement. Une première approche est celle de comprendre et changer. Tandis en fait que la deuxième approche change un peu sa vision et d'abord c'est identifier, c'est-à-dire reconnaître précisément les mécanismes profonds, c'est-à-dire les structures archaïques qui sont l'origine des difficultés, puis les transformer afin d'intervenir directement sur ces mécanismes pour les modifier et les réaligner. Et ensuite, une fois que les mécanismes sont transformés, il y a une compréhension plus profonde et durable et une ouverture de conscience plus grande. C'est dans cette perspective que l'évolution des mécanismes devient le moteur principal du changement. Dans cette logique, la conscience ne disparaît pas. Au contraire, elle devient la conséquence naturelle d'une évolution plus profonde. Lorsque les mécanismes évoluent, les décisions évoluent, les comportements évoluent, les émotions évoluent et la conscience évolue à son tour, sans jamais plus de revenir en arrière, là où on trouve la stabilité. Donc, l'évologue s'inscrit pleinement dans cette deuxième logique où la transformation des mécanismes profonds précède et éclaire la conscience. Donc, la conscience est importante, mais elle ne constitue qu'une partie de l'équation de l'être humain. Voilà pourquoi l'évologue n'est pas uniquement un spécialiste de la conscience. Il est un spécialiste de l'évolution. C'est à ce moment, j'ai pris aussi quelques petites indications pour comprendre, mais qu'est-ce que l'évologue apprend à faire dans son parcours évolutif de compétences. L'évologue ne travaille pas uniquement sur ce que le client raconte, il cherche à comprendre ce qui produit réellement ce récit. Une peur peut cacher un conflit émotionnel. Souvent, la peur n'est pas le problème fondamental, mais le signal d'une tension intérieure plus profonde. L'évologue cherche à identifier ces déséquilibres internes et les réaligner pour désamorcer la peur à sa source, pas de traiter la peur. Un manque de confiance peut cacher une prédiction inconsciente.
Cette prédiction inconsciente est un scénario interne que la personne a construit souvent sans le savoir. Elle anticipe un échec ou une incapacité qui l'empêche d'agir ou de se relever pleinement pour une question en fait de menace. Et c'est là que l'évologue va chercher et à décoder ce scénario. Une procrastination peut cacher un mécanisme de protection. Ce mécanisme de protection est une stratégie inconsciente que l'individu met en place pour éviter une situation perçue comme une menace, une douleur émotionnelle ou un échec potentiel. L'évologue identifie ces mécanismes pour aider la personne à les désactiver ou à les transformer. Un conflit de valeurs. Ces conflits de valeurs se produisent lorsque les actions d'une personne ne sont plus alignées avec ses croyances profondes ou ses principes fondamentaux. Cette dissonance interne peut créer, paralyser l'action et éroder la motivation. L'évologue aide à identifier ces valeurs, à restructurer l'alignement pour retrouver une énergie constructive. Une souffrance peut cacher plusieurs mécanismes simultanément. La complexité et l'expérience humaine résident souvent dans la superposition de ces éléments. L'évologue est formé pour démêler ces fils, révélant la matrice complète des causes sous-jacentes pour une intervention plus précise et durable. L'évologue apprend donc à construire la cartographie complète d'une difficulté. Il s'agit d'une approche donc systémique qui va au-delà des symptômes apparents pour relever les interconnexions et les racines profondes de ces problèmes. Ce qu'il apprend à identifier et à transformer, les besoins évolutifs non satisfaits, les conflits émotionnels, les croyances limitantes, les traumatismes actifs, les pensées autosabotantes, les prédictions inconscientes, les stratégies de protection, les conflits de valeurs, les incohérences identitaires, les mécanismes décisionnels. Et je me suis limité, sinon ça devient trop confusionnel aussi. Parce que l'ouverture est très large de l'évologue. Parce que l'évologue comprend, effectivement, apprend à comprendre comment tous ces éléments interagissent entre eux. Et il ne s'agit pas seulement de l'identifier, comme parfois on peut identifier des problèmes isolés, mais de percevoir les dynamiques globales qui les relient dans l'influence des comportements humains. Donc, la réalité, il nous dit que la souffrance humaine est rarement unidimensionnelle. Elle est systémique. Et donc, aujourd'hui, la plupart des professionnels disposent déjà d'outils et de philosophies. Le véritable défi n'est plus l'accès aux outils des entrées, mais la capacité à utiliser ces nouveaux outils plus centrés de manière pertinente pour relever la structure profonde des difficultés humaines. Il ne s'agit pas seulement de disposer des meilleurs outils, mais de maîtriser l'art de leur application. Quoi utiliser? Choisir l'outil adapté aux problèmes spécifiques, identifier le moment optimal pour l'intervention, déterminer le point d'impact le plus pertinent, structurer la séquence des actions pour une efficacité maximale et comprendre la logique profonde derrière chaque décision. Donc, l'évologue ne cherche pas l'outil parfait pour chaque situation. Il cherche la bonne porte d'entrée. Il agit, donc il s'agit de trouver le point d'accès le plus stratégique pour déclencher un changement profond et durable plutôt que s'appliquer à une solution générique ou à celle qui est techniquement on appelle aussi les tentatives solutions. Parce qu'une intervention pertinente vaut souvent mieux que 10 interventions approximatives. L'évologue maîtrise une approche double, capable de s'adresser à la complexité de la souffrance humaine à différents niveaux. Elle peut être utilisée pour débloquer ponctuel, donc pour un déblocage ponctuel ou une difficulté spécifique. Donc, l'évologue apporte une solution précise et directe visant des résultats rapides et visibles. Donc, on parle de thérapie brève et stratégie brève. Ou de la transformation fondationnelle, c'est-à-dire pour des changements durables et profonds où il les guide vers une véritable transformation identitaire, une évolution durable plus grande parce qu'il nécessite de rééquilibrer plusieurs aspects de son identité, de son vision, de ses valeurs, etc., etc. Donc, les deux sont les cordes principales de l'évologue.
Son objectif est l'autonomie, vous l'avez compris. Donc, l'évologue transforme et accompagne les individus à ces mécanismes internes pour qu'ils puissent naviguer la vie avec sa propre force et lucidité, sans besoin d'un soutien externe constant. Un peu comme quand on a l'impression de reprendre notre vie en main, cette phrase de reprendre notre vie en main. Mais souvent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est juste parce que parfois les structures archaïques dominent tellement les structures modernes qu'on a l'impression d'être un voyageur transporté par une carrosse. Et là, en fait, on veut devenir en fait le coquille. Nous, c'est ça qu'on va transmettre avec les vologues à les clients. On le fait devenir les coquilles, pas les voyageurs. C'est eux qui conduisent la carrosse. Et à la limite, ils peuvent donner l'espace à d'autres voyageurs, devenir aussi une lumière. C'est que beaucoup de professionnels recherchent plus d'outils, plus de techniques, plus de protocoles. Ce n'est pas un manque aujourd'hui, par contre, on l'a compris, d'outils. C'est vraiment un manque de structure de la compréhension, un manque de précision, d'efficacité, parce que quand on s'éloigne des structures en fait vraiment archaïques, on commence à aller vers les tentatives de solutions. Donc, pendant des décennies, chaque discipline a contribué à sa manière à une meilleure compréhension de l'être humain et de ses mécanismes. Les neurosciences étudient les cerveaux, le système neuronaux, les systèmes nerveux, et tout cela, ça nous permet en fait d'évoluer. La psychologie nous permet en fait de comprendre l'esprit, les émotions du comportement humain. La psychologie comportementale analyse des comportements observables de leur modification. Les thérapies brèves approchent axées sur les solutions et les changements rapides et ciblés. Le coaching accompagne vers l'attente de l'objectif de développement. L'hypnose utilise des états modifiés de conscience pour faciliter les changements. La PNL, modélisation de l'excellence pour comprendre les stratégies mentales. L'épigénétique, étude de l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et bien d'autres encore sont à la contribution de l'humain, bien entendu. Chacun apporte une pièce essentielle. Pratiquement, une compréhension plus profonde des mécanismes humains, une observation nouvelle des dynamiques comportementales, une découverte clé sur les fonctions internes de l'individu, une contribution inestimable à l'édifice de la connaissance. Et ensemble, ces apports constituent la richesse sur laquelle l'évologie se construit, intégrant et synthétisant ces savoirs pour une approche holistique innovatrice. Donc, ces connaissances restent souvent une réalité différente. C'est-à-dire que c'est beau, ils sont contribués et vont continuer à contribuer à l'humain, mais souvent, toutes ces connaissances sont dispersées, réparties entre différentes écoles, différentes méthodes, différentes approches. Donc, l'évologue n'est pas né pour remplacer ces disciplines. Il est né pour les relier ensemble. Pour créer un langage commun, créer une lecture commune, créer des fondations communes. Une profession capable d'intégrer les compréhensions des neurosciences, la lecture comportementale, la puissance des thérapies brèves, la logique du coaching stratégique, les modèles décisionnels, les dynamiques émotionnelles et les mécanismes adaptifs de l'humain. Donc, l'évologie ne se contente pas d'intégrer les savoirs, non pas comme une accumulation de connaissances, mais comme une compétence pratique unique. Car un client n'arrive jamais avec un problème de neurosciences ou un problème de coaching ou un problème de thérapie brève. Il arrive avec une difficulté humaine. La réalité de ces défis auxquels l'individu sont confrontés est complexe et transversale et nécessite une approche intégrée qui dépasse les frontières disciplinaires. Et cette difficulté ne respecte aucune frontière disciplinaire. C'est précisément pour cela qu'une nouvelle profession était nécessaire. Une profession capable de réunir ce que les disciplines avaient progressivement séparé. Et je sors de l'intérêt du pourquoi ils l'ont fait. C'est le constat. L'évologue n'est pas une discipline supplémentaire, il représente le point de rencontre entre les connaissances humaines et leur application concrète. Ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas né hier. Vous l'avez peut-être entendu, depuis plus de 5 ans, une partie de ces fondations
est déjà appliquée sur le terrain. À travers EDELA, donc ces fondations développées sur le plan de ce projet de 5 ans, a été mise en place à travers l'enseignement d'EDELA. Et dans ce cadre, que les principes théoriques ont été mis en pratique et affinés. Effectivement, plus de 600 professionnels accompagnés, dans lesquels on a pu observer, comprendre, intervenir, développer une lecture plus fine des dynamiques humaines, avoir en fait une lecture encore plus pointue, appliquer des stratégies, parce qu'on a eu une richesse impressionnante. Dans 600 experts, il y avait des dizaines de disciplines différentes, même dans les mondes médical, dans les mondes en fait, de la thérapie, des coachs, des professionnels du développement humain, des praticiens holistiques. On a servi et observé des centaines de personnes dans des différents domaines d'activité sur les derniers 5 ans. Donc, ce qui est né aujourd'hui n'est donc pas une expérimentation. C'est les fruits des recherches approfondies, applications concrètes, basées sur des observations réelles, une validation sur le terrain, une approche éprouvée, déjà mise en œuvre pour des centaines de professionnels. Donc, c'est juste l'aboutissement de plus de 5 ans de validation, transmission, observation et résultats sur le terrain. Ça, c'est l'Evologue et les fondations de l'Evologie. Donc, EDELA a constitué la première fondation opérationnelle. Pendant 5 ans, c'est ça qui nous a permis d'observer, tester, transmettre et valider. Donc, la démarche formelle et comment ces fondations sont aujourd'hui structurées et protégées. Et c'est précisément ça un peu qui rend ce moment qu'on vit ce soir ensemble historique. Donc, on va entrer un peu dans notre aussi vision, c'est-à-dire que le brevet ou toutes ces belles choses qu'on a pu célébrer ce soir ne sont qu'un nouveau point de départ. Okay? Donc, ce que nous, on veut, ce n'est pas présenter une promesse. Okay? Ce n'est pas une projection de richesse de marketing qu'on va faire. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut est créer un futur reconnu mondialement. Okay? Donc, que nous, on sait qu'aujourd'hui, toute cette base, une bonne base, une belle base riche, 13 ans de recherche-observation, l'intercession de plusieurs disciplines, expériences, 5 ans de validation sur le terrain, plus que 600 experts accompagnés, 20 horizons divers professionnels, plus qu'une vingtaine de disciplines accompagnées. Donc, nous, on sait qu'aujourd'hui, cela est un référentiel, une charte professionnelle, un livret blanc de référence, une profession officielle structurée, une protation validée dans 37 pays. Ça, ce n'est qu'un nouveau départ. Okay? Parce qu'effectivement, toutes les professions ont leurs premiers pionniers. Des visionnaires qui ont jeté les bases, souvent, avant que leur impact ne soit pleinement connu, sont passés par ça. Et effectivement, tous les premiers médecins, les premiers psychologues, les premiers chercheurs, les premiers thérapeutes sont tous passés par exactement cet historique, plus ou moins avec des années différentes, mais toujours pour le même parcours qu'on est en train d'affronter aujourd'hui et de consacrer aujourd'hui. Et avec le temps, effectivement, nous sommes arrivés à aujourd'hui à ce moment unique qui est effectivement ce moment qui nous donne la possibilité déjà de poser les nouvelles questions pour les prochains 5 ans. Parce que l'erreur serait de s'asseoir, on a le brevet, on est reconnu en Europe, dans 37 pays, c'est beau, on est fort. Non, ça serait l'erreur majeure. Et maintenant, vous l'avez compris, j'aime bien me poser les questions. Donc, que devient une profession lorsqu'elle possède enfin des fondations, une vision, un référentiel, une reconnaissance? Elle devient quoi? Elle commence à devenir un mouvement. L'Evologue est protégé, oui, certes, on l'a compris, dans 37 pays. Mais les prochaines années sont consacrées à une mission simple, d'une profession émergente à une profession reconnue. On a une feuille de route ambitieuse. Pour les 5 prochaines années, notre mission se décline en plusieurs axes de stratégie.
La première, une présence internationale, élargir notre empreinte et nos partenariats à l'échelle mondiale. Une reconnaissance accrue, obtenir une légitimité et une acceptation plus large. Donc là, on est en Europe. La prochaine sera internationaux et le monde. Visibilité renforcée, donc accroître la notoriété et l'influence de l'évologie. Déployer en fait des structures, mettre en place une organisation solide pour l'expansion. Cela signifie également ouvrir de nouveaux espaces de recherche pour observer, mesurer, comprendre et valider toujours, afin de continuer à faire évoluer les référentiels et toutes ces années de recherche et de résultats, parce que nous sommes au début d'une nouvelle aventure. Cela signifie aussi développer des collaborations institutionnelles, universités, centres de recherche, professionnels de santé, institutions, mais également créer des ponts avec les secteurs privés, entreprises, organisations, mutuelles, assurances de santé. Notre ambition est de faire reconnaître la valeur de cette profession au plus profond de la connaissance de l'humain. L'évologue fasse partie naturelle des professions considérées et donc reconnues. Comment on va y parvenir? Non pas grâce au marketing, mais à des promesses, pas non plus avec des promesses éphémères, grâce aux résultats, des preuves tangibles de l'impact positif des transformations concrètes, grâce à la qualité au référentiel rigoureux et une pratique professionnelle irréprochable, grâce à la cohérence, donc une approche unifiée et des standards appliqués uniformément. Car la reconnaissance ne se décrète pas, elle se construit jour après jour, professionnel après professionnel. Et c'est précisément là que commence la prochaine étape de cette nouvelle aventure, car toutes les professions ont connu un moment fondateur, un moment où un premier groupe a accepté de porter la vision. Les premières années sont toujours particulières, normalement, parce que ne revient jamais plus. Il n'y a pas 10 transitions. Il n'y a pas 10 passages. Il y a une transition entre l'ancien et le nouveau monde. Et c'est une fois que ça arrive. Ce qui va être construit dans les 5 prochaines années ne pourra être vécu qu'une seule fois. Les derniers groupes est de là. Oui, je sais. Pour certains, ce ne sera pas un plaisir d'entendre, mais il va falloir continuer à évoluer. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous célébrons le passage du témoin. Les derniers groupes d'évologues, les derniers groupes d'EDELA ouvrent la porte au premier groupe de transition vers l'évologue. Et pour accompagner cette transition, nous, on a pris une décision toute particulière. Ne pas ouvrir une promotion supplémentaire. Donc, nous avons choisi de nous consacrer sur la qualité plutôt que sur la quantité pour cette phase cruciale. Donc, créer un groupe de transition était pour nous un pas évident de qualité et de continuité de projet sur les 5 ans. Donc, un cercle restreint de pionniers pour construire l'avenir de l'évologie. Et donc, créer un groupe unique. C'est pour ça, en fait, que le dernier groupe issu de plus de 5 ans d'années d'évolution sera, en fait, défini sur le dernier groupe de juin et de septembre 2026. C'est là dans lequel on dira fin à ce beau projet qui, pendant 5 ans, a été riche, en fait, en émotions. Et pourquoi ce groupe de transition, celles qui souhaiteront en faire partie, vont être en fait un peu uniques? Pourquoi il va être différent? Parce qu'ils vont recevoir en fait ce qui existe depuis 5 ans. Donc, ils vont bénéficier de tous les savoirs et les fondations déjà établies, qui sont déjà les fondations de l'évologie, mais ils vont participer aussi à la naissance, jouant un rôle actif dans la co-construction de l'avenir de l'évologie. Ils seront mémorés, ils seront nommés. Ce parcours a été conçu comme un pont entre deux époques, l'héritage est de là
et l'avenir de l'Evoloc. Donc, nous, on fonctionne par cycle d'apprentissage et immersion. Et encore une fois, ce soir ne sera pas, il n'y a rien à vous proposer, rassurez-vous, il n'y a pas style candidater ou des choses comme ça. C'est une célébration. On présente l'avenir. Mais on doit présenter celles qui sont nos choix d'avancement et prenez-les comme vous voulez. Peut-être que vous êtes au bon moment, au bon endroit, en synchronicité, opportunité, peu importe ce que vous pensez, ce qui résonne juste en vous. Nous, on a voulu faire un choix. On coupait tout, on faisait plus d'enseignement, on coupait tout et on ouvrait en 2028 uniquement le nouveau programme où on faisait la transition pour permettre à les personnes de bénéficier des deux mondes simultanément, mais avec, bien entendu, certaines attentions particulières, c'est-à-dire gestes d'attention de notre part, de remerciement, de rendre ce premier groupe unique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé, effectivement, de aller à faire une chose. On a décidé, nous, on avait pratiquement deux groupes, celle de juin et celle de septembre, c'est les dernières immersions 2026 que normalement pendant 5 ans on a fait. Et donc, on a décidé de les unir ensemble et de faire en fait un seul groupe dans lequel, pour les personnes qui veulent bénéficier, bien entendu, toute la partie juin-juillet sera offerte et pas comptabilisée du point de vue en fait même de leur contrat de 12 mois, qui c'est, on peut dire, l'ancien, donc l'actuel programme en cours d'enseignement de toutes ces fondations, et de prendre en fait déjà un seul groupe, c'est-à-dire avoir les prédémarrages. Il faut prendre en fait cette immersion de juin et juillet comme une préparation, 3 semaines d'atelier préparatoire pour après le groupe qui reprend les fondations en septembre pour commencer comme ça à constituer ce groupe unique qui sera en fait effectivement le dernier groupe 2026 et de l'histoire des Dela qui terminera bien entendu à cheval avec le nouvel programme que c'est la fin de septembre 2027 parce qu'on parle de septembre 2026, septembre 2027, en bénéficiant aussi de cette entrée officielle effectivement et donc cette première geste d'attention de cette consacration de transmission comme en fait une année d'évolution, tout en faisant quoi? En prenant ce qui existe aujourd'hui et à les mêmes conditions d'aujourd'hui, comme forme de reconnaissance, de lui donner la porte ouverte à toutes les nouvelles immersions de l'évologue, sans aucune obligation ni économique qui sera relativement importante sur le nouveau programme 2028, 27, 28, qui sera basé sur 2 ans et pas une année, mais où ils auront effectivement la possibilité d'en bénéficier de cette transition, donc prendre quand même toutes les fondations et la méthode clé que l'évologue va utiliser, que c'est la méthode EDELA. Ils prendront ces 2 mois d'extension offerts, l'accès aux immersions de l'évologue, la participation au privilégié effectivement à toutes les immersions et donc toutes les structures et toutes les immersions spécialisées de l'évologue, les bases et tout ce qui concerne en fait les besoins, les valeurs et tout les notions de compréhension des mécanismes de l'humain. Ils auront en fait une bibliothèque professionnelle avec un accès à tous les outils et les protocoles que jusqu'à présent on a développés, en plus qui est de là. Ils seront en fait intégralement inclus aussi dans cette dernière fois. C'est là qu'on terminera aussi ce processus d'offrir ces cadeaux de bienvenue. Et ils seront le programme ALMA, c'est-à-dire ce fameux programme qui tend à créer tous ces changements. Le groupe qui entrera en cours là, donc juin, septembre, et donc se trouvera à janvier à démarrer avec le même programme qui a donné cette transformation à 240 personnes et vous aurez la possibilité de le vivre en direct avec moi. On fera un programme intensif de 8 semaines comme tout a commencé. C'est le premier groupe, j'ai envie qu'ils reproduisent exactement le même schéma qui a apporté toutes les prises de conscience, toutes les prises de compréhension, mais aussi tous les bénéfices. Et Alma, sachez une chose, j'avais fait une promesse à l'époque. J'avais dit en fait que jamais j'aurais vendu ou monétisé ces programmes en vendant ce programme.
Et pendant 6 ans, il est resté inaccessible. Aucun professionnel il a eu accès à ce programme. C'était ma gratitude à l'univers de m'avoir soigné face aux trous et avec ma famille. Et donc, ne sera jamais vendu directement. C'est pour ça qu'on a décidé, par contre, de vous le faire bénéficier, où je me mettrai à disposition pendant 8 semaines, du lundi au vendredi, chaque jour, comme à l'époque pour les 240 personnes, où on va construire votre manuel de connaissances et d'équilibre interne pour ainsi comprendre, quand on parle d'un évolueur, quand on parle d'équilibre, on va créer d'abord notre propre équilibre à travers ce programme. Et à partir de les 8 semaines, lorsque on a construit notre propre manuel de connaissance de soi, on commencera à comprendre et appliquer et se nourrir des bases de l'évolution et de l'évolution avec les nouvelles immersions et avec aussi la continuité de l'apprentissage de la méthode de là en termes de pratique, en termes de méthode principale, tout avec, effectivement, on a décidé de laisser toutes les conditions 2026 sans les obligations, et je ne rentre pas en détail sur les obligations de l'évologue parce que le programme n'est pas le cœur d'en parler ce soir dans les obligations des 2 ans avec une certification obligatoire pour utiliser les brevets et tout ce qui va avec. Il sera partagé au moment venu. Et donc, toute cette partie-là est pour nous, en fait, effectivement, un privilège de vous servir dans cette dernière groupe. Si parmi les présents, il y aura des personnes qui souhaiteront en savoir plus, sachez qu'on mettra à disposition des espaces dans lesquels moi-même, je prendrai le temps de vous rencontrer personnellement, en discuter plus que de nous, de comprendre mieux votre projet, de comprendre si nous avons les compétences à la hauteur de votre projet, si nous sommes à la hauteur de votre projet et surtout, avec toute humilité, si je détecte en fait que mes compétences sont loin de pouvoir garantir ou respecter votre projet, je ferai un pas de côté. Je dirais non, mais pas non à vous, non à nous, parce que nous, on a décidé qu'on veut rester en continuité. Et nous, jusqu'à présent, pendant 5 ans, chaque groupe, on a 4 groupes à l'année, ils étaient limités à 15 personnes maximum. Pourquoi? Parce qu'on préfère la qualité. Nous, on s'investit beaucoup avec vous. Je suis encore profondément touché par vivre les ateliers avec les personnes. Et aujourd'hui, grâce aussi à Sarah qui s'occupe de la partie des ateliers pratiques, Swadig qui s'occupe en fait des relations personnelles, moi je m'occupe des immersions, des supervisions et des coachings libres. On a effectivement l'envie d'être en proximité avec les gens et on mettra un espace pour qui le souhaite de bénéficier de cette compréhension pour poser aussi des questions. Et bien entendu, là, on entre dans l'espace dans lequel vous pouvez poser des questions pour approfondir éventuellement ce qui est pour vous des questions à accepter. Quelqu'un y arrive maintenant. C'est pas bien, c'est pas mal. Donc, nous, encore une fois, on veut préserver la proximité, la qualité de l'accompagnement. Et donc, on a décidé que pour cette dernière groupe, on fera pareil. On ne prendra pas plus que les 30 personnes qui sont les 15 personnes de juin et les 15 personnes de 30. Si on n'a que 10, nous, on ne va pas chercher plus. Parce que, encore une fois, c'est la dernière fois qu'on le fait. C'est la fin de 5 ans. Et donc, on a dit, c'est la fin d'un cycle. On veut gâter au maximum tout le monde, les présents qui sont encore avec nous, nos étudiants. Et pour vous, étudiants, on fera un discours à part. Donc, pour vos clients en cours, que vous êtes en majorité aussi là ce soir, on fera plutôt une soirée ensemble pour voir ce qui est déjà aussi été préservé pour vous. Et donc, effectivement, on a on peut dire les baptiseurs de la première génération, qui sont effectivement ces premiers 30 pionniers qui ensemble poseront les premières pierres de l'évolution, bien entendu, avec tous les étudiants en cours et qui seront avec nous sur les prochains mois. Donc, toutes les professions ont eu leurs pionniers, les baptiseurs, donc leurs premiers ambassadeurs. Et aujourd'hui, c'est votre moment. Vous êtes les baptiseurs de la première génération de l'évolution. Il ne reste que pour avoir assisté à ce passage épocal et à cette belle soirée qu'on a passée ensemble. Et peut-être que c'est quelque chose en fait
c'est pas pour vous, ça ne résonne pas pour vous, et tout est juste. Donc, dans quelques années, lorsque l'évologue poursuivra son développement, affirmation, lorsque les nouvelles générations rejoindront cette profession, apportant de nouvelles perspectives d'énergie, lorsque cette vision continuera à grandir, à dépasser de nouvelles frontières, parce qu'on a envie de dépasser maintenant plein de nouvelles frontières. On sait qu'on est dans une belle montée, mais certains, peut-être, ils pourront dire, voilà, j'étais présent ce jour-là, je n'en fais partie, j'ai vécu cette transition où j'ai participé à cette construction, où j'ai carrément contribué à, je ne sais pas, hein, peut-être à une recherche supplémentaire. Et certains, effectivement, peut-être pas, ça ne l'intéresse pas, ou peut-être ne souhaite pas en faire partie de cette histoire de l'humanité. En tout cas, nous, on a envie d'écrire de nouvelles pages de l'humanité. Et, et donc, c'est bien pour cela aussi qu'on n'a pas créé des pages d'inscription, on n'a pas dit, OK, on va vous envoyer maintenant 15 000 mails, des choses comme ça. Rien. Nous, on en sait qu'est-ce qu'on a et on sait où on va et on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. On a juste besoin d'avoir à nos côtés les âmes alignées et en vibration et en vision et en compréhension et en ambition. Quand les gens sont à ce moment alignés avec eux-mêmes, peut-être que notre porte sera disponible à ce dialogue pour se confronter. Okay? Parce que pour nous, cette époque, cette passage épocal mérite mieux qu'un bouton inscris-toi. Pour nous, elle mérite une rencontre pour échanger personnellement, un échange pour explorer vos motivations et peut-être même vos attentes et nos attentes mutuelles et clarifier pour répondre à toutes vos questions privées, parce que j'imagine que certains ont aussi pas tout à fait le même confort de parler en public qu'être en privé. Et donc, nous, la prochaine étape, c'est assez simple, que ce soit par les groupes que vous êtes inscrits, par le mail que vous allez recevoir avec le replay. Vous voulez en fait avoir un contact avec nous, vous voulez comprendre davantage et mieux, même financièrement et même du point de vue d'organisation, à quoi ça consiste aussi, c'est énorme. Et je vous rassure, j'aime pas trop parler de chiffres, même si je sais que les chiffres en fait sont importants. Mais si quelqu'un doit sauter sur l'écran, il y a un avantage qui est non négligeable aujourd'hui, parce qu'on parle de milliers d'euros épargnés. Mais encore une fois, n'est pas l'argument de ce moment. Okay? Notre objectif n'est pas de remplir un groupe. Notre objectif est de réunir les bonnes personnes, celles qui ensemble façonneront l'avenir de l'évolution. Le brevet n'est qu'en fait notre allié, notre atout commune, car ce soir, nous avons parlé d'une histoire, d'une recherche, d'une méthode, d'une profession, d'une vision. Mais au fond, tout cela conduit à une seule question. Souhaitez-vous simplement observer ce qui va naître ou souhaitez-vous participer à sa construction? Chacun de vous a sa réponse. Donc, en tout cas, bienvenue, merci et bienvenue dans l'ère de l'évologue.